La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Jeudi 20 juin, la lecture de presse, les nouvelles, tout de suite. Parlement sursis pour les CST limogés. Le Conseil d'État a prononcé hier le sursis à exécution du décret de remplacement de 21 membres des CST, issus des rangs des anciens partisans du président de la transition. Jusqu'à ce que cette juridiction se prononce donc définitivement sur la décision, les concernés devraient rejoindre leur poste. En attendant, ils ont boycotté la session plénière qui devait se tenir au palais d'Anouski. Grand titre donc, sursis pour les CST limogés. Et la légende a été bien faite pour en résumer. Mais plus en détail alors. D'après ces anciens, entre guillemets, CST, également membres de la cellule de crise, la requête envoyée le 18 juin au Conseil d'État demandant l'annulation du décret de leur abrogation signé par le président de la transition a été déclarée recevable par cette juridiction. Ainsi, d'après ces CST, je cite, ce décret prononcé à leur encontre est suspendu jusqu'à ce que le Conseil d'État statue sur ce sujet. Fin de citation. Ce dernier dispose donc d'un délai de 15 jours pour rendre son verdict, mais en attendant, les parlementaires déchus peuvent regagner leur siège à Nouskel et dans ce sens, assister aux prochaines séances malgré que les nouveaux CST aient déjà été présentés. Questionné sur le sujet, nous dit ici en plus amples informations le journal Les Nouvelles, la cellule de crise réitère sa volonté de se conformer à la loi et maintient sa position concernant la destitution de certains de ses membres. Et cette cellule composée de quelques parlementaires comme Adolphe Ramas ou Jules Ramiachou a ainsi exposé ses faits auprès du président de cette chambre haute, Tola Rassoulsou, qui n'a pas voulu s'exprimer. Le sursis tient ainsi la route. Pour leur part, les nouveaux CST ont participé hier à leur première séance plénière et l'ordre du jour était axé sur le problème de l'invasion acridienne et cette séance a pourtant été annulée en raison de l'absence du ministre de l'Agriculture Ianta Andemanjantu. Apparemment, nous conclut cet article du journal Les Nouvelles, ces nouveaux CST ne sont pas appelés à prendre part aux activités du Parlement étant donné que plusieurs rendez-vous ont été annulés. Le journal La Vérité, remplacement des membres du CST, qui ment le mieux? Point d'interrogation. Ambassadeur sortant de Chine, très attentif au dénouement de la crise. De la rencontre gouvernement CST reportée s'inédit, qui a été déjà soulevé par le journal Les Nouvelles, mais repris ici en plus de détails par le journal La Vérité. Ainsi, alors que les tensions sont à leur comble au niveau du palais de verre d'Anouskil, donc avec la venue des nouveaux membres et la résistance de ceux qui ont été remerciés, une rencontre entre le gouvernement et les membres de cette institution est prévue avoir eu lieu aujourd'hui. Un rendez-vous manqué finalement car, dans une lettre adressée au président du CST, le Premier ministre Omer Birzik a fait savoir qu'étant absent au jour indiqué, il ne peut que reporter la rencontre à une date ultérieure sans d'autres précisions. Des sujets brûlants auraient été à l'ordre du jour de cette rencontre, notamment des problèmes liés à l'insécurité mais aussi à l'invasion acridienne. Étant donné l'ambiance qui règne déjà au sein de cette chambre du Parlement, nous fait savoir cet article du journal La Vérité, nombreux sont ceux qui ont suggéré que la rencontre soit reportée à un autre moment, notamment lorsque les tensions seront retombées. Au journal La Vérité de nous rappeler qu'entre les membres du gouvernement et le CT, les membres de la Chambre du Parlement se sont carrément divisés en deux, une tendance prenant la défense du chef du gouvernement et puis l'autre, le fustigeant. Vu les événements donc qui se sont déroulés dernièrement, en présageait pire pour l'encontre CST gouvernement. Les démêlés entre les membres de cette institution qui a fini au Conseil d'État, de même que les graves querelles internes qui minent cette institution, n'auraient certainement pas manqué donc de d'éteindre sur l'ambiance lors des discussions. 26 juin sans Radouel, Birzik refuse de signer le décret de report des élections, grand titre, donné ici par Midi Madagascar. Colonne, Vision, en page 3 de Midi Madagascar, en titre faute d'élection. Et ici, à Vision de nous brosser donc la situation actuelle. Les CST limogés ont gagné une première manche avec la décision donc du tribunal administratif qui soumet à l'effet suspensif le décret pris par Andraduel pour les démettre de leurs fonctions. De Vision, en d'autres termes, il demeure et reste encore CST jusqu'au verdict définitif du Conseil d'État. Et devant cette victoire, des négociations ont tout de suite été entamées entre ces 23 CST, le président de l'institution. Leurs remplaçants qui sont déjà venus assister à la séance plénière doivent par conséquent patienter. Et puis un autre sujet. Yerzak Karaengson, ancien ministre accusé de, entre guillemets, causer blessure et pour injure, a perdu son procès. Il écope de 3 mois ferme dans cette histoire de parking où la plaignante est magistrate nous donne plus d'informations aussi Vision de Midi Madagascar. Puis l'existence d'un film vidéo sur le déroulement des faits a été évoquée par les défenseurs de l'inculpé, mais n'a pas été retenue comme pièce. Le procès fait le chou gras des réactions sur le net et du débat dans l'opinion, nous dit ici Vision de Midi Madagascar. Sinon, d'autres points encore, le collectif composé de 20 candidats à la présidentielle a lancé un ultimatum pour le retrait des candidatures de la Laura Valman, Andraduel et Didier Ratter jusqu'à la fin de la semaine. Il fait appel à la solidarité de tous pour mettre
mettre fin au blocage qui freine le processus de sortie de crise. Eh bien, ce collectif est prêt à descendre dans la rue pour destituer Andrade et la Cour électorale spéciale et réclamer le retrait des 3 candidats afin que l'élection présidentielle puisse se tenir dans un climat apaisé recherché par la communauté internationale. Les 3 candidats visés accepteront-ils alors de retirer leur candidature devant la menace? Question posée. Andrade et Didier Ratter se joignent en déclarant que la communauté internationale devrait laisser les Malgaches choisir leur président de la République. Quant à Laura Valman, sa mouvance soutient qu'elle a été empêchée de rentrer au pays. Et son cas ne ressemble pas du tout au cas des 2 autres candidats incriminés. Toujours est-il que la communauté internationale la met dans le même sac que les 2 autres. Et si les 3 ne s'en vont pas, eh bien, elle ne financera pas les élections et ne reconnaîtra pas les résultats. C'est, jusqu'à présent, les menaces affichées, nous dit ici Vision de Midi, Madagascar. Mais il appartiendra donc à la réunion du GIC prévue se tenir le 26 juin prochain à Addis Abeba d'apprécier la situation et de décider de la poursuite ou non du financement des élections. Quoi qu'il en soit, le calendrier électoral est à réviser. La CENIT a déjà déclaré la date du 24 juillet compromise et que celle du 23 août est encore incertaine. La question est donc de savoir si toutes les candidatures à la présidentielle ne risquent pas d'être mises en cause, en reprenant ici le titre, faute d'élection. La Gazette de la Grande Île, en ce qui concerne la redevance de sûreté aéronautique, le DG de l'ACM manipule tout, c'est ici le grand titre. Mais en économie, un point sensible ici mérite quand même d'être partagé, car on nous fait savoir en titre de l'essence à 10 000 arrières par litre. Ce n'est pas un gag, mais la réalité à Marontitch et Mananaranor nous précise ici la Gazette de la Grande Île. L'essence y vaut entre 8 000 et 10 000 arrières par litre, entre 6 000 à 7 000 arrières pour le pétrole lampant. L'Observatoire du riz, qui effectue également une veille sur les prix d'autres PPN, fait pourtant savoir que pour la semaine du 3 juin 2013, le prix moyen du pétrole était un peu plus de 2 800 arrières par litre pour la région d'Analatzrouf, où sont situées ces 2 villes. Et pour la semaine du 27 mai, il a dépassé les 3 000 arrières. C'est ainsi, d'ailleurs, la plus importante hausse, c'est-à-dire quand même plus de 7%, de toutes les régions, nous précise ici le journal La Gazette de la Grande Île. Et au niveau national, le prix moyen du pétrole était de 2 765 arrières par litre pour la semaine du 3 juin. Mais revenons à Marotsetch et Mananar, eh bien, à elle seule, elle dépasse de loin la moyenne. Une situation qui renchérit le coût de la vie, dont les premières victimes sont les plus pauvres, évidemment. Les prix exorbitants des produits pétroliers s'explique par la fermeture du dépôt de la logistique pétrolière de Marotsetch. Et d'après la délégation venant de cette ville, qui est montée dans la capitale alors pour exposer les difficultés vécues dans cette zone, la solution est de rouvrir le dépôt. Mais toujours fourni ici par la Gazette de la Grande Île en détail, Marotsetch consomme quotidiennement 4 000 litres d'essence, 3 000 litres de gazole et 2 500 litres de pétrole lampant. Il faut y ajouter la consommation de Mananar qui dépendait de ce dépôt. De l'avis d'un membre de la société civile de Marotsetch, donc, eh bien, il n'y a aucune raison pour fermer le dépôt. Et son éventuelle réouverture permettrait alors d'affréter de nouveau un bateau pétrolier au lieu d'une petite embarcation de 80 tonnes dont la capacité ne suit même pas la demande. Sinon, il faut transporter les produits pétroliers par voie terrestre, soit sur une route de 400 km en très mauvais état à partir de Thomas. Eh bien, ce n'est pas étonnant si les prix se situent à des pics inimaginables. Dans ce cas, on se demande pourquoi l'État continue de subventionner le secteur énergie à tout va. Si les subventions du marché pétrolier sont censées contenir le prix des produits pétroliers et par conséquent donc le coût de la vie, il n'en est rien pour Marotsetch. Et Mananar, nous dit ici la Gazette de la Grande Île. Insolite question de droit au CST, une bataille judiciaire, grand titre donné par Madagascar Matin, qui vont occuper alors les fauteuils de sénateurs, les fraîchement nommés en remplacement des membres des CTU, ceux qui persistent à faire de la résistance. Question posée. Et l'avis du Conseil d'État, qui a déclaré recevable donc ici la requête en annulation du décret qui a mis fin à leur mandat, les conforte dans leurs prétentions. Et puis ils interprètent dans la recevabilité de la requête formulée le principe d'une obligation à surseoir à la mise en application du décret en question. L'arrêt que prononcera le Conseil d'État aura nécessairement donc une portée juridique en dépassant le cas à propos duquel il statuera. Mais ça tourne pas rond, on dirait. C'est le titre ici donné par Point de Mire. Et de ces observations, eh bien, à Point de Mire de nous dire vraiment, on ne fait plus jamais rien, comme tout le monde dans cette île. Non content d'avoir toute une flopée de candidats, 41 plus exactement ici au présidentiel, voilà qu'une vingtaine d'entre eux se sont regroupés en un collectif des candidats. On aurait tout vu, s'exclame ici Point de Mire. Il y aurait donc une bande à part parmi cette pléiade de candidats, une bande qui se sent être victime des 3 enfants terribles de cette fournée de candidats version 2013. Il faut croire que les Andrade, Laura Valman et Didier Ratter vont devoir faire bande à part également, bien que n'ayant aucun intérêt commun, la présidence mise à part, au vu des inimitiés manifestées par une bonne partie des candidats en
lice. Et pour cause, un personnage politique que l'on ne présente plus, eh bien, ici il nous dit, point de mire, en la personne de Jean-Eugène Fouinaz, parmi ceux du collectif vient de donner un ultimatum jusqu'à la fin de cette semaine pour que le trio terrible trouve une solution pour débloquer l'imbroglio politique devant lequel ils se sont tous confrontés. Chose étrange, Jean-Eugène Fouinaz a même déclaré qu'ils vont destituer le pouvoir si rien n'est fait d'ici samedi. Brrr, a donné le froid dans le dos. On s'avancerait vers un autre coup d'État, point d'interrogation. Il y a vraiment des trucs qui ne tourneront pas rond dans cette île, insiste encore ici, point de mire. Des petits détails qui font tiquer du genre de ce qui arrive à Yerzak Arinxon, ancien ministre des Télécommunications, qui vient d'écoper de 3 mois de prison ferme pour injure suite à une altercation avec un magistrat. Le respect d'autrui est parti aux oubliettes, on dirait. Pareil pour le respect de l'autorité. Et oui, les gens tendent à ne plus respecter l'autorité publique, ni même à la craindre. Les représentants des forces publiques ne sont même plus craints par une certaine catégorie de personnes, sinon pourquoi, malgré les alertes et les appels au secours répétés des associations professionnelles des banques, une agence de banque se fait encore attaquer. L'exemple de l'agence de la BMOI 6 à la tomate qui a été attaquée par des bandits armés. On ne sait plus trop quoi penser. Rien ne tourne plus dans le bon sens ces derniers temps. La prolifération des attaques par des bandits doit bien être signe de quelque chose, non? Et rien n'est fait pour y remédier. Le désœuvrement suite au chômage et la déscolarisation entraînent les jeunes vers les dérives pas possibles. Ce n'est pas sorti de le savoir alors. Quand on sait, nous dit ici point de mire, que le nombre d'enfants non scolarisés depuis le début de la crise politique dans l'île a augmenté entre 400 000 et 600 000 selon la Banque mondiale, on ne peut qu'être consterné sur la suite des événements et l'avenir de la jeunesse. À la gasse. L'Express de Madagascar, Anna Laquet le ruait vers la nationalité française. Grand titre. En petit information, un avocat professionnel offre ses services depuis hier à l'hôtel de France Anna Laquet, le malgache, qui aspire à la nationalité française moyennant une somme colossale. L'opération n'est assortie d'aucune garantie. Une raie s'est formée autour de ce service et le consulat de France lance un avertissement et n'écarte pas des poursuites judiciaires. Voilà sur ce sujet. Mais ici, comme point de mire, à l'éditorialiste du journal L'Express de Madagascar de nous donner un genre de scénario que l'on ne souhaiterait pas vivre. Mais en titre, ici, on nous dit « L'homme sans visa ». La crise ressemble bel et bien à la fameuse série télévisée intitulée « L'homme sans visage », créée par Jacques Champreux et réalisée par Georges Franjou. C'était en 1973, je me souviens très bien, oui, qui faisait trémousser le foyer devant la lucarne de la TVM, unique station, de 19h à 19h30. Et encore, c'était un film noir et blanc, comme la télé était noir et blanc. C'est loin quand on sait que dans 2 ans, elle se mettra au numérique. La télé, je parle. Mais comme l'histoire est comme la mode, c'est un éternel recommencement, on remettra bientôt les fameuses pattes d'éléphant à la place des leggings. La réalité dépasse la fiction. Ainsi, les péripéties de cette série dont le dénouement des intrigues était imprévisible et déconcertant se rapprochent, s'y méprendre, rebondissement de la transition depuis 4 ans. À cette nuance près, nous dit ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar que pour la transition, c'est l'acteur principal qui se nomme l'homme sans visa. Bien malin, celui qui peut deviner ce qui va arriver désormais. Même les lauréats des rencontres du film court auront du mal à trouver le bon scénario pour l'issue de la crise. Tous les styles sont pourtant permis, les dessins animés comme les frictions. Comme, entre guillemets, l'homme sans visa est réduit à vivre à huis clos, il serait tenté de faire la politique de la terre brûlée. La fin du film ressemble à une issue apocalyptique avec un pillage systématique de toute la ville, en particulier les intérêts de ceux qui l'ont privé de leur carte à puce, sésame, de toutes les portes du monde. Il voulait juste faire justice en choisissant sa cible, mais une armée de morts de la faim, des zombies vivants sans jamais avoir été morts, n'attendaient que le top pour se jeter sur tout ce qu'on peut prendre, des pans de béton comme des feuilles de tôle, des insecticides comme des croquettes pour chiens. Et du scénario alors, tout le pays est plongé dans une obscurité absolue, étant donné qu'une nuée de pilleurs s'est emparée de tout le réseau de la Girama, arrachant à main nue, pieds nus et torse nu, les fils à haute tension d'une ville à l'autre. Toutes les activités sont paralysées. Il n'y a aucune communication possible. Aucun journal ne paraît, aucune station de radio et télé n'émet, tous les téléphones portables sont éteints au bout de 48 heures. L'approvisionnement en eau est également coupé, une foule immense est accourue au lac Manchese, à Anous et au marais Massey qui se sont taris au moins de 3 quarts d'heure. Une pénurie indescriptible a sévi dans tous les marchés. Tous les produits de première nécessité ont disparu comme par enchantement. Et ici, on nous donne donc des prix. Le capot du riz s'achète à 5 000 arrières dans les rares échoppes qui ont échappé par miracle au pillage. Le kilo de viande de porc s'échange à 100 000 arrières lors d'une botte de cerfeuil se cède à 10 000 arrières. Un trajet de taxi d'Antananarinan Laquet se négocie à 50 000 arrières. Les dépôts de carburant sont à sec. Les embouteillages ont disparu. La ville est devenue un capharnaüm terrifiant où les bandits règnent en maître, prenant la place des patrouilles des forces de l'ordre, lesquelles ont toutes déserté de jour comme de nuit. Et les Nations Unies sont venues à la rescousse, de même que le GI américain, pour apporter des vivres et rétablir l'ordre. Des voix se sont levées contre cette ingérence dans un pays souverain et indépendant depuis 53 ans. Elles venaient de rares politiciens ayant survécu à cette tragédie en échangeant leur veste comme une combinaison de sapeurs-pompiers. Tiens, pardi. Réunis au sein du parti des déshérités de la transition, ils affirment que Madagascar a tout ce qu'il faut pour se redresser tout seul. Ils promettent que l'homme sans visa se métamorphosera en
Karate Kid pour prendre sa revanche. Et ici, j'aime bien cette dernière phrase de l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Toute ressemblance à des personnages est tout à fait fortuite. Courrier de Madagascar, pour terminer notre lecture de presse. Vundenaiskopol Ampsei. Abrogation de nomination de CST. Décret suspendu grâce au recours selon leur avocat. Les deux grands titres donc ici, fournis par la Gazette de la Grande. Et c'est écrit, voilà le titre de l'éditorial de Courrier de Madagascar. Car des milliers de personnes dans la rue pour protester contre la hausse du prix des transports. Elles défilent dans tout le pays pour des raisons sociales, notamment des dépenses colossales jugées inopportunes au moment où certains secteurs publics du pays sont sinistrés. En fait, nous dit ici l'éditorialiste, c'est la traduction d'un ras-le-bol généralisé dû à l'existence pratiques corruptives dans les hautes sphères de l'État, où les hauts responsables sont depuis toujours en train de s'amasser des pactoles par le biais d'un pot de vin et autres trafics, tandis que la population s'enfonce chaque jour dans la misère. Et cela se passe actuellement au Brésil. Mais tout cela, nous dit ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar, aurait bien pu se passer dans notre pays. En fait, c'est une situation qui n'est pas sans rappeler celle qui prévaut à Madagascar, où la majorité a dû également subir une hausse des tarifs des transports en commun alors qu'elle est déjà en train de se débattre dans des problèmes sociaux, voire vitaux. Et parallèlement à cela, la corruption, les raquettes et les trafics ont tout genre règne en maître au sein de la classe dirigeante qui semble ne se soucier aucunement, nous dit ici l'éditorialiste, du mieux-être de la majorité ou de la santé des entreprises, préférant alors s'atteler à réalisations dispendieuses et inopportunes, surtout pour un régime de transition dont la principale tâche aurait dû être la réalisation des élections, outre celle d'expédier les affaires courantes. Heureusement, nous dit ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar, pour le grand bonheur des dirigeants, ou malheureusement, pour notre grand dent, nous sommes un peuple pacifique, stoïque et endurant à la souffrance. C'est même pas nous qui allons descendre dans la rue pour si peu. Et ils ont encore de beaux jours devant eux, ces princes qui nous gouvernent pour continuer leurs méfaits, raison pour laquelle sans doute ceux qui sont au pouvoir actuellement font des pieds et des mains et usent de tous les subterfuges possibles pour prolonger autant que possible cette transition. Et cela faisant, perpétuer la pratique de leurs prédécesseurs, dont certains ont pu rester un quart de siècle au pouvoir, tandis que d'autres voulaient même s'y instaurer un pouvoir dynastique. Néanmoins, si endurant que nous sommes, nous dit ici, dans sa conclusion, l'éditorialiste Courrier de Madagascar, il arrivera bien un jour où l'on aura assez. Nul ne peut encore prévoir ce que sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase, ni quand cela arrivera, mais cela va arriver inéluctablement. Et au train où vont les choses. Peut-être plutôt que l'on ne le pense, et que l'on imagine ceux qui se croient tout permis, à moins qu'ils ne se ravisent et qu'ils ne prennent enfin les mesures idoines. Sinon, à Dieu ne plaise, leur destin est tout tracé, car, à l'exemple de leurs prédécesseurs, ils risquent également de connaître les délices de l'exil. Dixit, Courrier de Madagascar.